Bonjour à tous et bienvenue chez la Reine d'Épée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie, la créatrice du tarot de la Bonne Mère. Tu es illustratrice, graphiste, restauratrice, mais pas que. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, bonjour à tous déjà. Merci de m'inviter. Déjà, merci d'être là aussi, de m'avoir proposé ça. Et comme tu l'as dit, je suis illustratrice chrétienne depuis un petit moment déjà. Enfin, je suis graphiste de formation, directrice de communication et illustratrice. Et donc, je fais des icônes très contemporaines, colorées, joyeuses. En fait, moi, ce que j'aime transmettre dans mes icônes, c'est vraiment cette idée de bienveillance et de bonhomie, et pas de représenter des saints qui sont très, très figés ou très en souffrance. Voilà, c'est l'idée de dire que les saints sont des gens comme nous et qu'on peut se confier à eux vraiment comme à des amis. Et petit à petit, du coup, j'ai créé le tarot de la Bonne Mère avec ces images de saints pour allier tarot et chrétienté, finalement. Et j'ai aussi restauré le tarot de Vieilleville, dont on parlera après, je crois. Et voilà, donc je fais un petit peu tout ça, beaucoup d'art. Je fais des portraits aussi, je crée des chapelets pour les gens sur commande, et voilà, je fais plein de choses. Parce que je suis hyper active. Là, tu nous expliques que tu arrives à allier donc ta spiritualité religieuse avec le tarot. Cela pourrait vraiment surprendre beaucoup de personnes. Comment ta communauté le perçoit, ce partage de tes plaisirs et comment toi tu arrives à les rassembler? Alors, ma communauté désormais, on va dire, parce que donc j'ai grandi en tant que catholique romaine, et pour tout un tas de raisons, que ce soit la place des femmes, l'inclusion des personnes LGBT+, au sens large, même des questions un peu de racisme et d'intolérance vis-à-vis d'autres religions, m'ont fait me questionner beaucoup sur ma pratique religieuse. Donc je suis passée du côté réformé, donc du côté des protestants, et actuellement je fais partie de la communion anglicane au sens large, donc de l'église épiscopalienne plus précisément, qui est une église de la communion anglicane, mais qui ne reconnaît pas le roi d'Angleterre comme son chef administratif, finalement. D'accord. Voilà. Et dans cette église-là, qui de tradition, finalement, dans le rite et dans le culte, est assez catholique romaine, on retrouve les saints, etc., contrairement au reste de l'église protestante, où on peut avoir un rejet de tout ce qui est image des saints, etc. On a tout ça, le culte ressemble à une messe, on va dire, habituelle. Et surtout, ce qu'on a de l'aspect protestant, c'est ce rapport personnel à Dieu, à l'esprit en nous, qu'on peut questionner, avec lequel on peut dialoguer, j'ai envie de dire, un peu de la manière dont on veut. Et le tarot peut aider à cela. L'idée, c'est d'avoir une pratique, finalement, qui est méditative, qui finalement est du tarot psychologique, comme le pratiquent les personnes qui pratiquent du tarot psychologique, sans y mettre forcément... ces personnes-là, y mettent pas forcément quelque chose de religieux derrière, mais finalement, l'idée qu'on peut avoir, nous, en tant que croyants, c'est de se dire que, de toute façon, ce qu'on a comme instinct, comme intuition, c'est Dieu qui nous parle d'une certaine manière. Donc c'est assez... Après, bien entendu, il y a des personnes que ça continue à choquer quand même, bien entendu, parce qu'il y a un petit peu une mauvaise presse ou voilà, ou qui peut questionner est-ce que vraiment tu ne fais pas ça de manière divinatoire, est-ce que tu ne te prends pas pour un prophète, est-ce que tu n'abolis pas le libre arbitre des personnes qui viennent te consulter si tu fais des consultations, etc. Donc il y a vraiment voilà, ça, disons que l'Église n'est pas un monolithe et il n'y a pas, bien entendu, que les gens le prennent différemment, mais il y a un mouvement d'ailleurs qui est assez présent aux États-Unis, et je partage avec des Instagrammeuses américaines qui sont dans le tarot chrétien aussi, qui la plupart du temps appartiennent à la même église que moi, et qui justement ont cette approche du tarot méditatif, qui chaque jour, par exemple, vont tirer une carte, ce que je propose aussi sur mon compte Instagram, vont tirer une carte et le rapprocher d'un verset biblique, parce que finalement les messages vont se réunir, où le message biblique du jour va éclairer la symbolique de la carte pour nous faire réfléchir sur une certaine thématique, et vice-versa. D'accord.
Donc en fait, c'est pas de façon divinatoire, c'est plus pour un accompagnement pour les personnes que tu le fais, plus pour les aider peut-être à voir les certaines blessures aussi, pour Tout à mettre le fait. point sur les choses et pas pour leur enlever leur libre arbitre. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que tu as changé d'église, pour justement en fait avoir cette possibilité d'ouverture vers le monde d'aujourd'hui. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc là, tu nous as parlé un petit peu des tarots que tu as fait, donc de la Bonne Mère et de Vieilleville. Quel fut ton déclic pour te lancer à créer ton premier tarot? Ah oui, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que tu as créé? Alors, tu as créé d'abord le Bonne Mère. Exactement. Alors le déclic, d'une part, donc je viens du sud de la France, donc le tarot c'est quelque chose qui a toujours existé pour moi. Il y avait toujours, tu passes une dizaine ou tu vas te marier, il faut consulter une telle parce qu'elle a le don, elle sait lire la bonne aventure ou etc. C'est quelque chose. Le folklore est encore très présent. De même, que un certain folklore catholique où on va faire des offrandes à certains saints, etc. ou qui directement importés d'Italie ou du sud de l'Espagne, avec des trucs vraiment très folkloriques et qui sont quand même un peu loin du dogme du dogme du Vatican, on va dire. Donc j'ai un peu baigné là-dedans, voire même beaucoup baigné là-dedans. Et le déclic, ça a été comme pour beaucoup de monde, le confinement. Voilà, parce que j'avais ce projet de faire, du moment que j'ai commencé à être illustratrice, donc il y a de ça à peu près 12 ans, quand je suis rentrée en école d'art et tout, j'ai eu cette idée que j'avais envie de faire un tarot, etc. Mais j'ai jamais trouvé la bonne idée, l'idée qui me donne envie de faire 78 cartes sur cette idée-là et de porter un projet jusqu'à l'impression, jusqu'à le vendre, etc. Je m'arrêtais toujours en cours de route parce que l'idée pouvait être bonne, mais j'avais pas envie de porter ça et j'avais pas envie de mettre cette masse de travail sur une idée à laquelle je croyais pas à ce point-là. Et le confinement m'a permis de faire un peu de rangement chez moi, entre autres de me questionner sur, c'est aussi à ce moment-là que j'ai changé d'église, etc. Donc je fais du rangement à l'extérieur et à l'intérieur, et j'ai retrouvé en fait la collection d'images pieuses que m'a léguée mon arrière-grand-mère. Et là je me suis dit c'est marrant, c'est des cartes. Et là d'un coup en fait en disant ça, je me suis rendu compte que cartes, et en fait que les saints étaient des archétypes aussi, puisque on a de manière, enfin pour que tout le monde comprenne, on a par exemple Saint Antoine de Padoue qu'on prie pour les choses perdues. On a Saint Joseph qui est le saint patron des travailleurs, etc. Donc il y a des archétypes qui sont créés par les saints, enfin par l'Église pour les saints, pardon. Et je me suis dit que ça pouvait complètement être mixé avec les archétypes du tarot et qu'on puisse faire quelque chose de cohérent et d'utile aussi pour apporter non seulement un message chrétien dans le tarot, enrichir la pratique du tarot même pour des gens qui sont pas du tout chrétiens, parce que pour moi ça fait partie aussi d'une certaine culture occidentale finalement, les saints et une culture visuelle. Enfin je veux dire il y a des saints dans les musées, on va au Louvre, il y a des saints Jean-Baptiste, etc. Ça fait aussi partie d'une culture occidentale, et je trouvais que c'était bête de pas lier ces deux choses-là plus clairement. Et le tarot de la Bonne Mère, du coup, j'ai créé donc 78 cartes, ce qui est normal, avec c'est un tarot de Marseille, donc il n'y a des saints que sur les arcanes majeures et les arcanes de cour. Et j'ai aussi voulu que ce soit utilisable un peu comme un oracle, pour y intégrer justement le côté prière. Donc, il y a un site internet qui est accolé, où il y a vraiment une mini-biographie du saint, et de deux, une petite prière que j'ai composée. La plupart du temps, il y en a quelques-unes qui sont des prières d'autres personnes, pour qu'on puisse, si on veut, tirer une carte et se dire, tiens, aujourd'hui, quel est le message que j'ai à apprendre, quelle prière je peux poser aujourd'hui. Tu nous as parlé du confinement qui a fait que tu as fait un nettoyage complet et pour pouvoir être aligné à ce que toi tu désires et à toi, voilà. Mais ce tarot de Vieilleville, comment tu l'as découvert? Comment en fait il est arrivé à toi? Alors il est arrivé à moi parce que pendant le tout début du confinement, j'étais alitée parce que j'avais une double sciatique.
joie, bonheur. Je recommande vivement. Et du coup, je m'ennuyais ferme. Et je pouvais pas vraiment rester assis. Je pouvais pas dessiner. Je pouvais rien faire du tout. Et ce que je fais en bonne ancienne universitaire et passionnée de typographie, c'est que je passe des heures. J'ai une capacité à vraiment passer des heures sur le site de la Bibliothèque nationale française, Gallica. Il est super. Allez-y. À chercher des choses, à regarder des vieux documents. Donc principalement, enfin, ils ont numérisé par exemple, des manuscrits médiévaux qui sont magnifiques. On peut se perdre dedans à regarder les calligraphies, les choses comme ça. Et je me suis dit, tiens, il y a quoi comme tarot, puisque maintenant que j'ai cette idée qui tourne un peu dans ma tête, qu'est-ce qu'il y a comme tarot, comme forme qui puisse me permettre un petit peu plus de liberté que finalement le Grimaud traditionnel, enfin qu'on connaît tous et toutes, qui est finalement devenu assez archétypal. Qu'est-ce qu'il y avait comme type de dessin à la base? Qu'est-ce qu'on a comme diversité à la base, au sens, à la Renaissance, qu'est-ce qu'on avait comme diversité visuelle? Parce que je voulais pas non plus, enfin c'est vrai que quand on regarde les créations de tarot contemporains, on est beaucoup sur du Rider-Waite. Donc comme moi je voulais vraiment faire un Marseille, parce que la bonne mère à Marseille, je me suis dit qu'est-ce qu'on a comme diversité du Marseille à l'origine, à la Renaissance, quand on était vraiment encore imprégné de tout cet imaginaire chrétien aussi qui se retrouve dans les dessins. Et là j'ai découvert le Viéville. Et le Viéville, c'est une histoire d'amour. C'est que d'une part, c'est un Marseille un peu particulier, puisqu'il y a des cartes qui ne ressemblent vraiment, vraiment pas à un Marseille habituel. Je pense au-delà du pendu, par exemple, qui est dans le bon sens. On a des cartes comme l'étoile, qui n'a rien à voir avec l'étoile, ou comme la Maison Dieu, qui n'a absolument rien à voir avec la Maison Dieu. Et je me suis dit, voilà, lui, il a fait ça, enfin, son atelier a fait ça, et c'est génial, et voilà. Et ça m'a vraiment permis, ça m'a décomplexé aussi de me dire que je pouvais faire des illustrations qui reprennent pas exactement les illustrations qu'on a d'habitude sur un tarot de Marseille, et que ce soit quand même un tarot de Marseille. Par exemple, moi, si je prends le jugement dans le tarot de la Bonne Mère, voilà, il n'y a pas les 3 personnes dans une tombe, etc., etc. Et vraiment, c'est le Viéville qui m'a offert ce déclic-là. C'est pour ça que, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, mais je voudrais bien en avoir un. À l'époque, il n'y en avait pas en circulation. Ou vraiment, comment dire, c'était pas des tarots restaurés. Il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui ont réimprimé simplement la copie telle qu'elle est actuellement à la Bibliothèque nationale, donc très jaunâtre, et très abîmé par le temps, et d'autres qui ont adopté une politique de restauration qui est vraiment on va refaire comme si les images dataient de vraiment maintenant, assistées par ordinateur, tout calibré, etc., etc. Et pour moi, c'était hérétique vis-à-vis du Viéville, parce que j'essaye de trouver une carte, par exemple, ne serait-ce que pour parler des encadrements des cartes dans le Viéville, sur la première qui me vient là, on voit que les encadrements ont des vides. Et en fait, les vides sont ultra signifiants sur quasiment toutes les cartes. Là, on voit bien qu'il y a un vide parce que le cheval va passer à travers la carte. Et donc pour moi, c'était un peu hérétique de faire, par exemple, déjà, ne serait-ce que le cadre plein, bien droit, bien lisse. Et donc je me suis lancée dans redessiner un Viéville toute seule comme une grande, en essayant de retrouver les couleurs originelles. Donc par tout un jeu de retraitement d'images, etc., pour voir ce que ça pouvait être, si on reblanchissait le papier, etc., etc. Et voilà. Et puis j'ai imprimé en planche sur un papier qui soit un peu cartonné, qui ressemblerait à du papier cartonné à l'ancienne, enfin qui aurait le même grammage qu'à l'époque. Et du coup, j'ai tout découpé à la main. J'ai fait 50 exemplaires. Et voilà. Et du coup, c'était vraiment une idée de rendre hommage et de le rendre à la vie, finalement, de ce tarot de Viéville. Donc là, tu viens de nous parler que tu as découpé les cartes toi-même, que tu as rendu hommage aux Viévilles. Tu as fait beaucoup de recherches dessus. Tu nous as montré aussi les cartes. Tu as désiré que en fait, tu l'as gardé authentique, en lui redonnant en fait des couleurs, comme un phénix en fait qui renaît un petit peu pas de ses cendres parce qu'il n'était pas mort, mais qui renaît de l'oubli. Voilà.
J'aimerais savoir s'il y a des cartes dans ce tarot que tu aimes particulièrement et qu'est-ce qu'elles te font ressentir ou simplement leur histoire quand tu les as restaurées. Alors, à la restauration, à peu près toutes, parce que vraiment c'était juste génial. Il faut s'imaginer que donc elles sont scannées en très très haute définition sur le site de la BNF. Donc franchement, j'ai zoomé sur des trucs où jamais dans la vie, même avec un truc, avec la carte sous les yeux, tu peux zoomer à ce point-là, parce que, à un moment donné, c'est contre ton nez, tu vois plus rien. Et vraiment, je suis rentrée au millimètre dans les traits et voir quels étaient les traits volontaires, quels étaient les endroits où c'était vraiment des bulles d'encre ou des endroits où on voit que c'est l'encre qui s'est détachée avec le temps aussi, à l'usage, ou peut-être tout bêtement avec le temps. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est d'une part assez intuitif parce qu'on sait jamais, et d'autre part, c'est vrai qu'avoir fait de la gravure moi-même quand j'étais plus jeune, mal, mais et connaître un peu toutes les techniques d'impression et tout, ça aide énormément parce qu'on sait ce que ça donne, et on sait comment ça vieillit plus ou moins, etc. Donc on se rend mieux compte de ce qui peut être volontaire ou involontaire. Et en même temps, il a fallu faire un tri, et à chaque fois. Et ça, c'était juste génial de vivre. Ouais, j'ai vraiment passé, je crois, 2 mois, un peu plus de 2 mois en communion avec des cartes, avec des cartes énormes partout autour de moi. Ça faisait un peu peur. Et voilà, pour être au plus près. Et donc, il y a vraiment eu une grande émotion sur chaque carte, parce que découvrir à ce niveau-là de précision toutes les cartes, et vraiment essayer de se dire, bon voilà, mon Jaco, qu'est-ce que t'as gravé, parce que le prénom de Viéville, c'est Jacques. Donc voilà, mon Jaco, c'était quel mouvement tu as fait, quelle gravure tu as fait, etc. C'était hyper émouvant. Et je sais que, par exemple, quand j'ai ça a été émouvant parce que vraiment je l'avais pas vu au début. Donc la carte de l'amoureux, par exemple, on voit que les 3 personnages, et je m'en étais pas rendu compte en premier abord quand j'ai découvert le Viéville, avant de faire le tarot de la bonne mère, on voit que finalement c'est 3 fois le même personnage. Et finalement, c'est ce que j'ai été hyper émue quand je m'en suis rendu compte, parce que l'amoureux du tarot de la bonne mère, c'est Saint Paul, et donc c'est 3 fois Saint Paul. Et franchement, ça m'a donné des frissons de me rendre compte que voilà, c'était 3 fois le même personnage. Donc là, du coup, il y a Saint Paul avec barbe et sans barbe, parce que voilà, dans la vie de Saint Paul, ça c'est signifiant. Mais je veux dire, voilà, c'était aussi 3 fois le même personnage. Là, j'ai vraiment eu un espèce de waouh. Tu sais, comme quand t'es au bord d'une falaise et que tu constates l'immensité du truc, et tu fais waouh, c'est trop fort. Sinon, bien entendu, j'adore l'as de denier et le 2 de coupe. Donc ça, c'est une des grandes particularités du Viéville, c'est que les arcanes majeures sont listés sur ces 2 cartes-là, dans une phrase qui est assez mystérieuse, on va dire, et qui ouvre le champ à des tas d'interprétations, à un ordre différent des arcanes. J'en joue, je te le montrerai pas parce que ça fait partie des trucs, il faut l'acheter pour le découvrir. Dans le manifeste, je propose ma propre lecture de cet ordre-là, et de pourquoi elles sont dans cet ordre-là. Et finalement, ça fait sens, en fait, une fois que tu les mets vraiment dans l'ordre qui est suggéré. T'as une espèce de petite BD, et c'est pas l'ordre du tout traditionnel, c'est pas l'ordre des numéros, on va dire. Et ça fait un sens, ça offre un sens complètement différent de la progression du tarot. Tu sais, cette progression dont on parle, qui va du mat au monde. Là, on est sur un autre, sur un autre référentiel, sur un autre ordre, et qui nous raconte une autre histoire. Et en fait, c'est juste génial de voir qu'il a pensé à ça. Et en même temps, ça permet aussi d'offrir une autre lecture des arcanes majeures ou de ces 2 mineurs-là quand on les a dans un tirage. De se dire, d'ailleurs, j'ai fait récemment un tirage où j'avais le 2 de coupe, et finalement, dans le tirage, le 2 de coupe avait pas forcément une signification, mais la phrase qui est en dessous collée complètement au tirage. Donc pareil, c'est beaucoup d'émotions et beaucoup de comment dire. C'est des trucs qui font pétiller le cerveau, en fait. Le Viéville fait pétiller votre cerveau parce que d'un coup, il propose des connexions auxquelles on pense pas, parce que on est un peu
on est un peu trop habitué, on va dire, au tarot de Marseille quand on travaille depuis longtemps avec le tarot de Marseille. D'un coup, il nous offre d'autres perspectives, d'autres champs, d'autres idées, et c'est absolument génial, quoi. Merci en tout cas pour ce magnifique travail, cette belle présentation que tu nous as fait du Vieille-Ville et de la Bonne Mère. Pour les personnes qui voudraient en fait se procurer tes jeux, donc ou tes créations, parce que tu fais aussi des illustrations chrétiennes, vers où ils peuvent se diriger? En fait, j'ai une boutique Etsy qui recense absolument tout ce que je fais. Donc le lien est sur mon compte Instagram. Voilà. Ou sinon, s'ils préfèrent me joindre directement et commander directement en message sur Instagram, il y a pas de problème. Je suis ouverte à ça aussi. Et voilà. J'ai encore des exemplaires du Vieille-Ville qui me regardent là, sur la table, là-bas, loin. Il y en a plus beaucoup. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Ouais, si je compte bien, il y en a une vingtaine. Et voilà, le tarot de la Bonne Mère, j'en ai encore. Comme je ne l'ai pas découpé à la main, j'en ai imprimé 500. Donc j'en ai encore 300 et des patates. D'accord. Tu as un autre projet en cours actuellement, ou même plusieurs peut-être? Oui, alors là, il faut dire que depuis quelques mois, je me suis plutôt focalisée sur ma future carrière d'autrice, parce que j'écris aussi on va dire des romans initiatiques et sentimentaux. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à relire et remettre en page, etc. Celui-ci qui est le dernier en date, Trafiquant d'âmes, que j'ai sorti en juin dernier, je crois, si je dis pas de bêtises. Et là, j'en ai un autre dont j'ai enfin fini la rédaction et la relecture, réécriture. Et pour l'instant, j'espère ne pas le sortir en auto-édition, mais chez un éditeur. Donc, il y a tout ce travail de démarchage, etc., qui est en cours et qui m'a pris pas mal de temps. Donc, pour l'instant, mes projets sont ceux-là, sont plutôt littéraires que tarologiques. Et les livres que tu as déjà écrits, on peut se les procurer où? Sur Bookelis ou à la commande à la Fnac, chez Cultura, chez vos libraires indépendants. Parce que Bookelis est une plateforme d'auto-édition qui est en partenariat avec des diffuseurs de livres qui marchent avec toutes les librairies. Tu écris des livres, comme tu viens de nous expliquer, tu as ta chaîne YouTube, tu es illustratrice, tu crées des jeux. Comment tu arrives à équilibrer tous ces aspects-là? Je suis hyperactive et je dors peu. Voilà. Non, et puis c'est vrai que je fonctionne beaucoup à l'instinct et c'est vrai que j'ai une grosse capacité de travail aussi, ce qui fait que quand je me mets à faire quelque chose, s'il faut que ça prenne 8 jours, pendant 8 jours, je fais rien d'autre, c'est à peine si je mange, donc voilà, et après c'est fait. Quand je dis le Vieille-Ville, j'ai mis littéralement 2 mois et demi, pas plus, à faire tout, à redessiner toutes les cartes. Ce qui veut pas dire que c'est bâclé ni rien, c'est juste que voilà, j'ai dormi 3 heures par nuit parce que de toute façon, mon cerveau, quand il est bloqué sur quelque chose, je peux rien faire d'autre je peux pas dormir de toute façon, donc autant être productif. Tu dois aller jusqu'au bout. Oui, j'essaye de me soigner, c'est absolument inefficace, mais voilà. Donc c'est plutôt par phase. Je fais pas tout en même temps. C'est-à-dire que je vais pas faire. J'ai pas écrit pendant que je faisais un tarot ou quoi. C'est vraiment je sectorise comme ça. Puis c'est vrai qu'en ce moment, comme je suis entièrement freelance, j'ai pas d'emploi salarié à côté. J'ai aussi beaucoup de temps par rapport à quelqu'un qui aurait un emploi à côté où forcément il faut être au bureau de telle heure à telle heure. Comme j'ai cette liberté-là pour le moment, j'utilise mon temps. Tu crées. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui voudraient se lancer à créer leur jeu? Quels conseils pourrais-tu leur donner, ou simplement leur dire? Déjà de pas se mettre la pression, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se disent: «Ah tiens, je vais faire un jeu», mais qui veulent absolument avoir une idée précise de chaque étape dès qu'ils vont commencer. De toute façon, j'ai envie de dire, de toute façon, ça va pas se passer comme ça, parce que vous allez être surpris par tout ce qui va se passer.
parce que le processus de création est un processus de création. Donc il va y avoir, c'est quelque chose de très organique. Il va y avoir des surprises partout. Donc vous lancez pas à vous dire oui. Enfin, prenez le maximum de choses au fil de l'eau. Après, bien entendu, qu'il faut penser à ok, vous avez votre idée. Est-ce que cette idée potentiellement va plaire à d'autres personnes? Parce que c'est vrai qu'il y a des types de tarot. Enfin, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais je vais faire un tarot des escargots pyromanes parce que c'est mon kiff. Peut-être que peut-être que ça va pas parler à beaucoup de personnes. Donc il faut aussi malheureusement penser à l'aspect financier, à l'aspect est-ce que vous allez vendre des exemplaires derrière, ou est-ce que ça parle vraiment qu'à vous. Donc il y a quand même, il faut réfléchir vraiment. Faut pas se lancer dans un truc qui va être un gouffre financier et vous mettre en difficulté après. Donc ça, c'est la vraie partie à laquelle il faut réfléchir. C'est comment vous allez le financer. Moi, je suis passée par des campagnes de financement participatif pour le Bonne Mère, et pour le Viéville, je suis passée sur de la précommande uniquement par Instagram parce que je me suis dit tiens, tu vas lancer 2-3 messages pour savoir si les gens sont intéressés, et si tu lances une campagne Ulule. Et en fait, les gens m'ont dit ouais, cool, et m'ont envoyé des chèques, donc j'ai même pas eu besoin de faire une campagne Ulule. C'était parfait. Mais pour le Bonne Mère, oui, je suis passée donc sur Ulule, qui est très bien pour ça. Après, il y a d'autres plateformes, je suis pas mariée avec eux, mais eux sont particulièrement bien parce qu'ils aident aussi vraiment à réfléchir au projet, ils accompagnent sans être trop pressants, mais sans être trop distants non plus. Vraiment, j'ai trouvé qu'ils sont très bien. Ils t'ont convenu à toi. Voilà, tout à fait. Donc vraiment, pour moi, c'est cette partie-là qu'il faut le plus réfléchir, parce que les gens qui vont réfléchir à il faut que j'ai mon Excel avec les 78 cartes déjà pré-pensées avant de commencer à les dessiner, ça va vous bloquer, et ça risque de vous bloquer de très très belles surprises, parce que moi j'ai des dessins qui ont changé pendant ma création, parce qu'au début je travaille beaucoup avec plein de petits bouts de papier qui traînent partout, et il y avait des trucs où je me suis dit tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et en fait je me suis rendu compte au fil de l'eau que bah non, il y avait des dessins auxquels j'avais pensé en premier lieu, et c'était pas si pertinent, ou d'un coup je me suis dit mais tiens, mais t'as pas mis Saint-Jean-Baptiste, il faut mettre Saint-Jean-Baptiste, je veux dire, où tu vas? tu peux pas ne pas le mettre, d'accord, on le met où? Bon, voilà. Et je pense que si j'avais eu mon Excel déjà fait, ça m'aurait bloqué et le Bonne Mère serait pas l'objet qu'il est aujourd'hui. Pour conclure, y a-t-il quelque chose que tu aimerais transmettre à ceux qui nous écoutent? Beaucoup de choses, beaucoup d'amour. Déjà, ça c'est, je finis toutes mes vidéos par aimez-vous les uns les autres normalement. C'est pas de moi, mais c'est cool comme philosophie. Mais surtout, je pense de pas se mettre la pression, que ce soit pour la création d'un tarot ou pour autre chose, de pas se mettre la pression, parce que de toute façon, et qu'on soit croyant ou pas, on n'est pas seul dans l'univers. Il va forcément y avoir des gens à qui on va plaire, à qui on va pas plaire, etc. Donc planifiez à minima, n'ayez pas des comportements à risque, etc. Mais à un moment donné, à vouloir tout contrôler, on se bloque la possibilité de ressentir la grâce, d'être dans le moment présent, etc. Et je trouve que c'est dommage. Merci beaucoup Marie pour ce moment qu'on a passé ensemble. Merci à toi. Je suis sûre que nos téléspectateurs chez la Reine d'Épée sont aussi contents que moi de t'avoir rencontré aujourd'hui et d'avoir pu voir comment tu as su, avec un bel équilibre, associer tous les aspects de ta vie. Chers téléspectateurs, n'oubliez pas d'explorer son monde et n'hésitez pas à vous immerger dans ses tarots. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui chez la Reine d'Épée, et à très bientôt.